dans un de mes cours. Une petite introduction pour vous. Donc, Dr. Harel, il a fait son bac ici en psycho. Il a fait son doctorat à l'UQAM en sommeil Parkinson. Neuropsy. En neuropsy. Et puis avec Jean-François Gagnon et Jacques Monplaisir. Et donc, ils sont à Sacré-Cœur. Ensuite, ça, il fait un postdoctorat en ce moment à McGill. Il est supporté là, par. Il a obtenu toutes les bourses possibles, imaginables, par CRNC au niveau postdoc. Donc, il est là en ce moment. Mais il a obtenu récemment un poste. Il va se joindre à notre équipe à l'Université de Montréal, il va être à la faculté de médecine, au département de médecine, et avec son labo à Sacré-Cœur. Donc, félicitations pour ton poste. Donc, il se joint à la grande famille de l'Université de Montréal. Donc, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Anne. Merci tout le monde. Merci aux gens qui sont en ligne, qui, je pense, nous entendent. On se pose les doigts. Voilà. Le sommeil comme fenêtre sur la dégénérescence associée à la démence accord de Lewy. Est-ce qu'on voit mon point? Oui, on voit. Okay. Donc, la démence accord de Lewy, c'est quoi? Donc, une démence accord de Lewy, c'est une démence, comme une démence de type Alzheimer, comme une démence frontotemporale, comme une démence sémantique, mais avec des caractéristiques cliniques différentes. La démence accord de Lewy, c'est donc une personne avec une démence qui vient avec des éléments de parkinsonisme, des tremblements, de la rigidité musculaire, des hallucinations visuelles, des fluctuations de l'attention et le trouble comportemental en sommeil paradoxal. Ce dernier point-là, on va y revenir pendant toute la présentation. La démence accord de Lewy, c'est causé par quoi? C'est une synucléinopathie. Une synucléinopathie, c'est toutes les pathologies qui sont caractérisées par l'accumulation d'une protéine qui s'appelle l'alpha-synucléine. L'alpha-synucléine, c'est une protéine qui est tout à fait normale. On en a dans le cerveau. On en a beaucoup dans le cerveau. On ne sait pas à quoi ça sert exactement, mais on sait que ça serait impliqué dans les terminaisons nerveuses, le transport des vésicules vers le synapse, l'endocytose, ce genre de réaction-là. Et ce qui arrive dans les synucléinopathies, c'est que cette protéine-là, qui est normale, l'alpha-synucléine, se met à avoir une conformation anormale, elle se met à être mal repliée et elle se met à s'agréger entre elles. Donc, les différentes protéines s'agrègent, puis forment des oligomères, comme ici, puis ensuite des fibrilles amyloïdes. Et ensuite, ça forme ce qu'on appelle des corps de Lewy et des neurites de Lewy. C'est comme des gros agrégats de protéines mal repliés qui ne peuvent plus être dégradés par les cellules, qui restent dans les cellules et qui pourraient avoir un rôle toxique sur la cellule. Les corps de Lewy, on en trouve dans le corps cellulaire des cellules quand il y a cette maladie-là. Si ça se trouve dans les processus neuronaux, on va parler de neurites de Lewy. Maintenant, c'est quoi les mécanismes pathophysiologiques qui sont sous-jacents au fait d'avoir une synucléinopathie? Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'études sur pourquoi est-ce qu'on accumule la synucléine, pourquoi elle devient mal repliée. Puis ce dont on parle beaucoup, c'est la défectuosité des mitochondries. Donc, vous savez, les mitochondries, puis là, ici, on en voit une ici. Les plus futés d'entre vous auront vu que c'est un grand à loupe. C'est pas une cellule. Mais ça, c'est censé être la mitochondrie. Je ne pense pas que c'est exactement très bien fait, mais n'empêche. Bon. Les mitochondries, c'est quelque chose qui est très endommagé dans la maladie de Parkinson, la démence accord de Lewy, qui sont toutes les deux des synucléinopathies. Et on sait qu'il y a des déficits bioénergétiques au niveau des mitochondries. La taille des mitochondries est anormale, la forme des mitochondries est anormale. On sait que dans la maladie de Parkinson, la démence accord de Lewy, il y a beaucoup d'inflammation, il y a du stress oxydatif, l'alpha-synucléine pathologique peut être toxique quand elle est mal repliée, il y a des mutations génétiques. Donc, il y a beaucoup de choses qui se produisent dans la maladie de Parkinson, dans la démence accord de Lewy, qui expliquent qu'il y a des corps de Lewy qui se développent. Vous vous en doutez, la démence accord de Lewy ou les synucléinopathies, ce n'est pas quelque chose qui apparaît du jour au lendemain. Quand une personne va voir son médecin puis reçoit un diagnostic clinique de maladie de Parkinson ou de démence accord de Lewy, ça fait déjà des décennies que la pathologie est en train d'évoluer dans son cerveau. C'est juste qu'à un moment donné, la pathologie a fini par s'exprimer d'une façon telle que la personne a du mal à bouger ou a des anomalies motrices. Donc, elle va voir son médecin, puis le médecin dit ça, c'est une démence, ça, c'est une maladie de Parkinson. Ou la personne a des troubles cognitifs, puis des problèmes aussi moteurs. Elle va voir son médecin, le médecin dit ça, c'est une démence accord de Lewy. Mais ce n'est pas apparu du jour au lendemain comme pour n'importe quelle démence. Ça fait vraiment longtemps que la pathologie se répand dans le cerveau. Puis, au niveau post-mortem, il y a un modèle qui a été élaboré, le modèle de Braque, qui a essayé de quantifier comment est-ce que la pathologie progresse dans le cerveau. Là, vous voyez que normalement, la pathologie, ce qui est suggéré,
c'est que ça commence vraiment dans le bas du cerveau et ça monte progressivement. Donc, dans les premiers stades, c'est juste dans le tronc cérébral. Ensuite, ça finit par atteindre les neurones de la substance noire. Et c'est là que la maladie de Parkinson commence à apparaître, le parkinsonisme, les troubles moteurs commencent à apparaître. Puis ensuite, ça se répand partout dans le cerveau. Et c'est là que généralement, on voit vraiment la démence apparaître. Donc, quand une personne a une maladie de Parkinson, quand une personne a une démence à corps de Lewy, la personne a déjà suffisamment de dommages dans son cerveau. Ce qui fait que si on étudie leur cerveau, c'est intéressant, on voit ce qui est anormal, mais ça ne nous dit rien sur comment est-ce qu'on fait pour développer cette maladie. Si on veut comprendre comment on développe la maladie de Parkinson ou comment on développe la démence à corps de Lewy, on doit revenir en arrière. On doit être capable d'étudier le cerveau de personnes qui vont l'avoir, mais qui ne l'ont pas encore. Ça, c'est pas évident. Comment est-ce qu'on fait pour identifier quelqu'un qui va avoir une maladie sans qu'elle l'ait encore? Bien, ça donne qu'il y a un trouble du sommeil qui s'appelle le TCSP, le trouble comportemental en sommeil paradoxal, qui permet de faire ça. Est-ce qu'il faudrait que je ne sais pas comment activer la vidéo. Peut-être si je fais... OK. Est-ce qu'on est bien comme ça? OK. Je vais la jouer ici. Est-ce qu'on voit? C'est pas terrible, hein? Voilà. Donc, ça ici, c'est une personne qui a un TCSP. Donc, quand on rêve la nuit, quand on est en sommeil paradoxal, puis qu'on a des rêves, on a une atonie musculaire. Ça, c'est tout à fait normal. On ne bouge pas quand on rêve. Les muscles sont paralysés. Mais il y a certaines personnes qui vont perdre cette atonie musculaire-là, comme ce monsieur-là. Donc, ce monsieur-là, à aucun moment, il se réveille. Il est juste en train de rêver. Il y a des électrodes sur lui. On voit qu'il est en sommeil paradoxal. On voit qu'il n'y a pas l'atonie musculaire. Là, il est en train de rêver à quelque chose d'assez violent. Il se défend. Il donne des coups de poing sur son lit. Encore une fois, à aucun moment, il est réveillé. Voilà. On dirait vraiment qu'on peut voir le rêve qu'il fait. Ce pas des gestes là, comme des tremblements ou quoi que ce soit. On voit que c'est des gestes sophistiqués, bien développés. Voilà. Là, il est en train de flatter l'oreiller comme s'il consolait quelqu'un. Bref. Oui, c'est ça. Il a assommé l'assaillant, puis après, il aide la personne qui a été frappée. C'était quelque chose de ce genre-là. Je pense que c'était quelqu'un qui a attaqué sa femme, puis ensuite, il a aidé sa femme. Tout ça, bref. On peut poser des questions. Oui, si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Oui. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle un TCSP. Donc, vous voyez que ce n'est pas le patient qui consulte généralement parce que lui, il ne se réveille pas. C'est le partenaire de lit qui va demander au patient de consulter généralement. Oui. La corrélation, ça ressemble à quoi si on enlève les 2 points? Oui, ça, c'est chaque point, c'est une étude. Donc, c'est toutes les études, c'est une méta-analyse, donc c'est toutes les études qui ont suivi les patients longitudinalement. Et c'est la relation entre le fait d'avoir cette maladie-là et la durée pendant laquelle on a cette maladie-là et le taux de conversion. Parce que ce qui est important de savoir, c'est que la majorité, presque la totalité de ces patients-là vont développer la maladie de Parkinson ou la démence à corps de Lewy, malheureusement. Après 15 ans de suivi, 80% vont avoir soit la maladie de Parkinson, soit la démence à corps de Lewy. Donc, quand on étudie le cerveau de ces personnes-là, on se retrouve à étudier comment est-ce qu'on développe une démence à corps de Lewy ou une maladie de Parkinson. Oui. Est-ce qu'il y a un âge comme moyenne, si ça apparaît le trouble? 50 ans environ. Oui, 50, 60 ans. Bon, normalement, si vous avez ça, souvent les gens vont dire « Ah oui, mais moi, je bouge quand je dors. Est-ce que je dors? » Bon, normalement, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut bouger quand on dort. Ça peut être de l'apnée du sommeil, ça peut être des cauchemars, ça peut être plein de raisons. Donc, il faut se faire tester en clinique de sommeil avec une caméra, avec des électrodes. Mais donc, voilà, le graphique, c'est vraiment, comme vous pouvez voir, plus on suit un patient longtemps, plus on voit que le taux de conversion est élevé. Ces 2 études-là ici, c'est vraiment les patients qui ont suivi, les études qui ont suivi pendant au moins 10-15 ans les patients. Sur un graphique comme ça a l'air aberrant, mais dans la réalité de la recherche, suivre un patient pendant 10-15 ans, c'est tout un travail. Puis je pense que c'est des études de Montréal, parce qu'à Montréal, ça fait longtemps qu'on les suit. À Montréal, on a une des plus grosses cohortes mondiales, peut-être la plus grosse, de patients avec un TCSP. Donc, on en revient ici. Donc,
Quand la pathologie atteint le mésencéphale, donc les neurones de la substance noire, c'est là que la personne commence à avoir des symptômes moteurs anormaux. La personne va avoir un parkinsonisme, puis la personne va aller consulter son médecin, puis il va recevoir un diagnostic de maladie de Parkinson. À ce moment-là, on est déjà en phase clinique. Quand la pathologie se répand dans tout le cerveau, c'est là qu'on voit apparaître la démence. Donc là, on est encore en phase clinique. Mais si on retourne en arrière, le TCSP isolé, ce qu'on vient de voir, ben, c'est quand la pathologie est seulement réservée au niveau du bulbe, au niveau du tronc. Donc, les noyaux qui s'occupent de l'atonie musculaire puis du sommeil en général, c'est souvent des noyaux qui se trouvent dans le tronc cérébral. Donc, quand la pathologie monte, elle endommage ce noyau-là, mais elle n'a pas encore endommagé le reste du cerveau. Donc, la personne a juste des anomalies de sommeil. Donc, en étudiant encore une fois ces personnes-là, donc ce sont des personnes qui n'ont pas encore la maladie de Parkinson, qui n'ont pas encore la démence à corps de Lewy, on étudie comment est-ce qu'on développe ces maladies-là. Donc, on en connaît peu sur la façon dont la démence à corps de Lewy se développe dans le cerveau, on ne sait presque rien. Beaucoup de gens ont récolté des patients, recueilli des patients comme ça, recruté des patients comme ça, ou des patients qui ont une maladie de Parkinson, mais rarement dans les stades prodromaux, les stades les plus précoces. Donc, moi, tous mes intérêts de recherche sont autour de la question de comment est-ce qu'on peut utiliser l'imagerie cérébrale et les neurosciences computationnelles à travers le prisme du sommeil pour comprendre comment on développe une démence à corps de Lewy. Donc, à Montréal, comme je disais, on a une des plus grosses cohortes au monde de patients avec un TCSP, donc des patients avec un TCSP isolé. On en a plus de 200 qui sont suivis régulièrement chaque année par Dr. Postuma, qui est un neurologue spécialisé dans ce domaine-là. Donc, chaque patient vient à l'hôpital, passe une vidéo-polysomnographie pour confirmer que la personne a un TCSP. Il y a une perte d'autonomie musculaire en sommeil paradoxal. Oui? Oui, en fait, je voulais savoir une petite précision sur le terme isolé. Est-ce que c'est juste parce que c'est juste ça qui est présenté? Oui, exactement. Ensuite, le patient passe une évaluation neurologique pour confirmer qu'il n'y a pas encore de maladie de Parkinson. La personne passe une évaluation neuropsychologique pour confirmer qu'il n'y a pas de démence. Et moi, depuis 10 ans, je travaille sur l'aspect cérébral de ces patients-là. Donc, on a fait passer une cinquantaine d'entre eux une IRM cérébrale qui nous permet d'avoir une image de leur cerveau qu'on étudie et qu'on analyse. Donc, la première question, c'est, on sait que quand une personne a une démence à corps de Lewy, il y a beaucoup d'atrophie dans leur cerveau. La question, c'est, est-ce qu'une personne qui a un TCSP isolé, est-ce qu'il y a de l'atrophie ou pas? Parce que s'il n'y a pas d'atrophie, ben, au final, ce n'est peut-être pas un bon marqueur pour étudier comment le cerveau dégénère. Donc, la première question, ça a été, est-ce qu'il y a de l'atrophie dans le cerveau de ces personnes-là? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend les scans T1 de la personne, on segmente la matière grise corticale autour, comme vous pouvez voir ici. Ensuite, on impose un mesh autour de ça pour vraiment avoir une partialisation au niveau là, des vertex, donc des petits triangles partout à travers le cerveau, comme vous voyez ici. Et à chacun des petits triangles, on va mesurer l'épaisseur du cortex. Donc, on va mesurer d'un point à l'autre, à chaque triangle, à chaque vertex, si l'épaisseur est anormale chez les patients avec un trouble de sommeil par rapport à des sujets contrôle ou d'autres groupes. Ça, c'est ce qu'on appelle une approche par l'épaisseur corticale. On pourrait être intéressé par l'aire de surface, on pourrait être intéressé par le volume, mais l'épaisseur corticale, c'est ce qui est le plus fréquent. Puis quand on fait ça, ce que vous voyez en orange, c'est les régions qui sont amincies chez les personnes avec un TCSP. Donc, on parle de patients qui n'ont pas encore la maladie de Parkinson, qui n'ont pas encore de démence à corps de Lewy, qui vont l'avoir dans 5, 10, 15 ans, mais on voit que malheureusement, il y a déjà quand même pas mal d'atrophie dans le cortex cérébral de ces personnes-là. Vous voyez que c'est vraiment là, bifrontal médian avec une extension au niveau là, du gyrus moteur. Puis ici, vous voyez aussi une extension là, plus latérale là, vers l'orbitofrontal. Oui. Des patients qui vont développer dans 50 ans, est-ce que c'est possible de voir déjà des enfants qui auraient des TCSP? Ça a déjà été rapporté des TCSP chez les enfants, mais c'est quelque chose d'extrêmement rare. Normalement, le TCSP infantile, après, je ne me connais pas beaucoup là-dedans, mais ce n'est pas quelque chose qui est fréquent ou quoi que ce soit. C'est vraiment une maladie neurodégénérative qu'on observe très, très rarement avant l'âge de 50 ans. C'est très rare, là, avant l'âge de 50 ans. Il y a des cas de TCSP qui ont été rapportés chez des personnes qui ont eu un ACV très, très, très précis au niveau du bulbe, puis ça a endommagé vraiment le noyau qui s'occupe de l'atonie musculaire, puis la personne s'est mise à développer un TCSP. Bon, ça, c'est un TCSP vasculaire, mais c'est extrêmement rare. Donc, il y a l'atrophie dans le cortex cérébral de ces patients-là, malheureusement déjà. Mais il n'y a pas juste le cortex cérébral dans la vie, il y a aussi les structures sous-corticales. Les structures corticales, c'est très important parce que, comme on a dit, ben, ça commence par le tronc, ça monte vers le mésencéphale, donc les structures sous-corticales, puis ensuite, ça va commencer à aller vers le cortex.
Donc, on peut aussi utiliser la morphologie, l'atrophie dans les structures sous-corticales. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on prend le même scan, on va segmenter les structures sous-corticales, comme on voit sur la gauche, puis on pourrait mesurer leur volume, tout simplement. Volume global, est-ce que le volume est différent? Est-ce qu'il est plus gros, plus petit? Mais ce qu'on peut faire, qui est plus intéressant, que moi je préfère, c'est de prendre ces segmentations-là, de les inflater, de les enfler, et d'en faire des images comme ça, là, des structures enflées, sur lesquelles on applique le même mesh que tantôt. Puis on peut mesurer à chacun des triangles la projection entre la forme de la personne puis la forme du groupe. Donc, si, par exemple, une personne a une structure qui est plus renfoncée que la structure globale, bien là, on va parler d'un renfoncement ou de déformation de la structure. Donc, si on regarde le volume de structure sous-corticale, ici, on peut voir donc que les patients avaient un volume du putamen droit qui était plus petit, ce qui est tout à fait cohérent avec le fait que dans la maladie de Parkinson, à la démence à corps de Lewy, les substances noires meurent. Les substances noires se trouvent, les neurones dopaminergiques de substances noires se trouvent dans le mésencéphale et projettent sur le putamen. Donc, en mourant, ça peut induire des changements qui se produisent au niveau du putamen. Donc, ça fait du sens. Mais quand on regarde vraiment la structure la déformation des structures, ce que vous voyez en rouge, c'est l'endroit où c'est déformé. Donc, on voit que le globus pallidus ou le pallidum est très déformé. Puis, on peut voir aussi que les deux putamens aussi sont aussi renfoncés. Donc, c'est en haut, c'est où est-ce que c'est anormalement renfoncé, pas une question pathologique probablement. Donc, en résumé, il y a déjà de l'atrophie dans le cortex et les structures sous-corticales de patients qui ont été CSP. Un patient avec un TCSP, dans 50% des cas, il va développer une maladie de Parkinson. Dans l'autre 50% des cas, ça va être une démence à corps de Lewy. Donc ça veut dire que vous voyez un patient qui a un TCSP, il se plaint juste de son sommeil, mais ça se peut que l'année prochaine, quand vous le voyez, il y a un Parkinson ou bien il y a une démence. Ça va très vite. Ça peut aller très, très vite. Ou ça peut être très lent. Parkinson, c'est juste une personne qui a des troubles moteurs. C'est terrible. Mais c'est une personne qui a des troubles moteurs et qui fonctionne quand même bien, puis qui a une cognition qui est quand même relativement préservée. Une personne qui a une démence à corps de Lewy, comme vous avez vu au début, c'est une personne qui est vraiment démente. Puis on parle d'une démence qui est encore plus sévère que la maladie de Parkinson. Donc la question, c'est comment je peux faire pour savoir si une personne va développer une démence ou une maladie de Parkinson? Parce que ça change quelque chose dans la vie de la personne qui a un TCSP. Oui. Vous aviez la main élevée tantôt. C'est correct, oui. Bon. Donc, ce qu'on a voulu savoir, c'est, OK, c'est quoi les anomalies dans le cerveau qui vraiment mènent à la démence à corps de Lewy? Parce que là, les anomalies qu'on vient de voir, c'est chez les patients en général, mais c'est quoi le patron qui est vraiment associé à la démence à corps de Lewy spécifiquement, aux 50% qui vont développer des problèmes de démence? Donc, ce qu'on a fait, on a pris les mêmes patients, on a regardé l'évaluation neuropsychologique, puis on a séparé les patients en deux groupes. Il y avait un groupe qui était normal en termes de cognition, donc la cognition était saine, puis l'autre groupe, c'était des patients qui avaient un trouble cognitif léger. Donc, des personnes qui étaient fonctionnelles, qui étaient capables de fonctionner dans la vie quotidienne, mais qui avaient déjà des anomalies au niveau de leur test cognitif. Puis on a comparé le cerveau des deux. Puis ça, c'est le résultat qu'on a. Donc, ici en haut à gauche, vous voyez, c'est quand on compare un patient qui a un TCSP avec un trouble cognitif léger par rapport à ceux qui ont un TCSP, mais pas de trouble cognitif. Puis on voit qu'en effet, les personnes qui ont un trouble cognitif léger vont vraiment avoir un amincissement au niveau là, du lobe temporal, bilatéral, puis aussi au niveau du frontal médian. Et même chose au niveau là, des structures corticales, on voit que les personnes qui ont un TCSP et un trouble cognitif léger ont vraiment là, une atrophie là, au niveau des structures corticales. Ce qui est intéressant, c'est que les patients qui ont un TCSP et qui n'ont pas de trouble cognitif léger, donc qui ont une cognition qui est normale, n'ont presque pas d'atrophie. Donc, en fait, l'atrophie, c'est quelque chose qui est vraiment présent chez une personne qui a un TCSP et déjà des troubles cognitifs qui commencent. Ça tombe bien, parce qu'on sait que c'est ces personnes-là qui vont développer une démence. Donc, là, ils commencent à avoir des troubles cognitifs légers. Bien, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, bien, ça va être probablement ceux qui vont avoir une démence. Donc, quand on regarde ça ici, qu'est-ce qu'on regarde au fond? On regarde c'est quoi un cerveau qui devient endommagé et qui va avoir une démence à corps de Lewy. Parce que ces gens-là ne l'ont pas encore. Puis la même chose quand on regarde les corrélations entre les passeurs corticales et les fonctions cognitives. Bon, on voit que les fonctions exécutives attentionnelles, l'apprentissage de la mémoire, les fonctions visuospatiales, tout ça, c'est lié à l'état du cerveau chez ces patients-là. Donc, il y a déjà de l'atrophie dans le cortex et les structures sous-corticales de patients à risque d'une démence à corps de Lewy. Non, moi, je suis
un clinicien. Puis ce qui m'intéresse, c'est intéressant de faire des études de groupe, puis de voir comment le cerveau dégénère. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est est-ce que je suis capable de prendre ces résultats-là, puis de les ramener au niveau du patient, pour essayer d'en faire quelque chose qui va être utile, d'en développer un marqueur. Est-ce que je peux utiliser ce que je viens de trouver pour, par exemple, l'appliquer sur un scan, pour essayer, pour pouvoir dire, OK, tel patient, lui, il ne va pas avoir la démence l'année prochaine, mais tel patient, dans 2 ans, lui, il risque de l'avoir, donc on devrait mettre en place quelque chose pour l'aider. On peut déjà prévenir la famille, peut-être faire les papiers, faire quelque chose. Alors, si jamais on a un médicament, on va pouvoir le donner à la personne qui est le plus à risque d'une démence, peut-être, puis pas aux autres qui peuvent attendre tout ça. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour que ça ait une incidence clinique? On peut utiliser une technique que moi, j'aime beaucoup, qui s'appelle les moindres carrés partiels, partial least squares. En fait, la logique de ça, c'est qu'au lieu d'étudier une variable, puis comment ça corrèle au cerveau, on va utiliser tout le cerveau et toutes les variables en même temps pour essayer d'identifier des composantes qui vont maximiser la variance entre ce qui se passe dans le cerveau et ce qui se passe dans la clinique. Donc, au lieu de prendre un vecteur et une matrice, on prend 2 matrices, on dérive des composantes qui vont maximiser la covariance entre les deux. Donc, c'est ce qu'on a fait dans un papier qu'on a publié dans Annals of Neurology l'année dernière. Donc, on a pris toutes les variables cliniques que ces patients-là avaient. Donc là, on parle de est-ce qu'il y avait un trouble cognitif léger, le MoCA, attention exécutive, mémoire épisodique, fonction visuospatiale. On parle de tous les tests moteurs, l'UPDRS, le tapping, la vitesse à laquelle on ferme les doigts comme ça, la pression, la constipation, la dépression, l'olfaction. Donc, on a pris tout ça en même temps, 27 variables cliniques. On a fait une matrice avec ça pour chaque patient. Puis, on a pris la déformation du cerveau. Donc, on a mesuré pour chaque personne la déformation de leur cerveau. C'est quoi la déformation du cerveau? C'est que, vous savez, quand on prend un cerveau, avant de l'analyser, vu qu'on a tous des cerveaux de tailles différentes, c'est important qu'on soit tous recalés dans le même espace. Il faut vraiment qu'on soit dans le même espace. Puis, la déformation du cerveau, c'est à quel point il faut déformer un cerveau pour qu'il corresponde au cerveau standard. Donc, plus un cerveau a de l'atrophie, plus il va falloir le déformer pour qu'il corresponde au cerveau standard. Donc, on prend cette grille de déformation-là pour chaque personne. Puis, donc ça, c'était la matrice d'imagerie. Donc, on a une matrice clinique avec 27 variables. On a une matrice de déformation pour chaque patient. Et ce qu'on fait, on applique cette technique-là qui est une corrélation des moindres carrés partiels. Puis ça, qu'est-ce que ça fait? Super. Donc, on a la matrice clinique. Donc, ici, c'est tous les patients avec toutes les variables. On a la matrice de déformation. Donc, ça, c'est tous les patients avec tous les voxels du cerveau. On parle de 300 000 voxels, 400 000, 500 000 voxels. On multiplie les deux pour en faire une matrice de corrélation qui devient une matrice des voxels sur les variables cliniques. Et ensuite, on applique une décomposition par valeur singulière qui nous permet d'obtenir des composantes qui vont maximiser la variance entre les deux. Donc, chaque composante maximise la variance entre les deux matrices. Et ce qu'on veut faire ensuite, c'est essayer de voir est-ce que la composante 1 est significative et 2, c'est quoi les voxels qui correspondent le plus à cette composante-là et c'est quoi les variables cliniques qui correspondent le plus à cette composante-là. Donc, par exemple, si on a une variable latente qu'on obtient, c'est une composante, mais chaque composante qu'on obtient, si elle est significative, on peut regarder c'est quoi le patron d'atrophie et c'est quoi les variables cliniques qui maximisent la covariance entre les deux. Puis ensuite, ce qui est bien, c'est qu'on peut prendre cette variable-là, on peut la projeter sur l'espace du patient pour obtenir un seul score d'expression. Ça veut dire que par la suite, on prendrait n'importe quel scan de personnes qui existent, on pourrait appliquer cette composante-là, on pourrait dériver une valeur d'expression, puis on pourrait utiliser cette valeur d'expression-là pour prédire ce qu'on veut. Ça, c'est une belle technique multivariée. Quand on fait ça, ce qu'on voit, des 27 composantes qui ont été générées, il y en a une qui était significative. En fait, il y en a une qui était vraiment significative, puis l'autre qui était borderline. Puis quand on regarde la variable qui était significative, la voici. Donc, comme j'ai dit, une composante, on peut l'analyser du point de vue de la matrice de déformation et du point de vue de la matrice clinique. Donc, quand on regarde la matrice de déformation, vous voyez que cette composante-là est vraiment caractérisée. Ce qui est en rouge, c'est où est-ce que c'est déformé. Fait que les structures sous-corticales sont déformées. On voit dans la matière blanche, il y a aussi de la déformation. Puis ce qui est en bleu, c'est les endroits où est-ce qu'il y a une expansion de la déformation. Donc, on voit que l'expansion se trouve dans les régions où il y a du CSF. Donc, généralement dans l'espace sous-arachnoïdien puis dans l'espace ventriculaire. Donc, quand il y a de l'atrophie, c'est quoi
la contre-mesure d'une atrophie, c'est l'expansion des espaces vides. Donc, c'est normal qu'on voit une expansion, plus il y a d'atrophie dans les régions où il y a du CSF. Donc, ça fait du sens. Puis quand on regarde c'est quoi les variables cliniques associées avec ce patron-là, on voit en rouge, c'est presque toutes les variables. Donc, un trouble cognitif léger, mild cognitive impairment, l'UPDRS3, qui est une mesure de parkinsonisme, le tapping, qui est une mesure de ralentissement moteur, la bradykinésie, qui est aussi une mesure clinique de ralentissement moteur, l'âge, les fonctions attentionnelles exécutives. Donc, la majorité des variables qui sont vraiment pathologiques dans le TCSP, dans la démence à cœur de Lewy et dans la maladie de Parkinson, correspondent à ce patron-là de façon générale. Donc, vous voyez, on prend toutes les variables, on prend tout le cerveau, puis on obtient une seule composante. Ça, c'est une étude qu'on a fait avec l'Université de Sydney en Australie. Puis ce qu'on a fait en mettant ensemble nos patients, on a fait ensemble 76 patients qui ont été suivis longitudinalement avec des scans. 18 d'entre eux ont développé une maladie de Parkinson, une démence à cœur de Lewy. Puis quand on applique cette signature-là sur leur scan, qu'on dérive le score d'expression, on voit qu'on réussit à prédire qui va convertir. Et les personnes, ce qu'on prédit, c'est qui va développer la démence à cœur de Lewy. Donc, plus l'expression de cette signature-là que vous voyez en haut à gauche dans le scan d'une personne est présente, plus la personne est à risque de développer une démence à cœur de Lewy, mais pas nécessairement une maladie de Parkinson. Donc, on a un marqueur spécifique pour prédire qui va développer une démence à cœur de Lewy. Ouais, c'est ça. Puis pour être sûr que c'était vraiment le cas, pour valider cette signature-là, avec des collègues à l'Université de Strasbourg en France, ce qu'on a fait, on a pris des patients qui avaient une démence à cœur de Lewy. Donc, pas des patients qui ont un TCSP qui sont à risque d'en développer une et tout ça, des patients qui ont vraiment une démence à cœur de Lewy. Si la signature c'est une vraie signature de démence à cœur de Lewy, alors ces patients-là devraient l'exprimer beaucoup. Et c'est le cas. Donc, vous voyez ici que vous avez les patients qui avaient un TCSP puis qui ont développé une démence à cœur de Lewy. Donc, ils l'expriment plus que les autres. Mais quand on prend un patient qui a vraiment une démence à cœur de Lewy, il l'exprime encore plus. C'est vraiment spécifique. Quand on prend des patients qui ont une maladie de Parkinson, ça, c'est les 3 derniers ici, vous voyez qu'ils l'expriment presque. Donc, on a une signature prodromale de démence à cœur de Lewy. La troisième composante qui était presque significative, c'est juste intéressant, on voit que les variables qui étaient associées, c'était l'activité tonique pendant le sommeil, l'activité phasique pendant le sommeil, les tremblements. Puis on voit que c'était associé à la déformation de régions qui se trouvent vraiment dans le tronc cérébral, donc les endroits où il y a les noyaux du sommeil qui sont responsables de l'atonie musculaire. Donc, ça a l'air de fitter. Donc, il y a déjà de l'atrophie dans le cortex et la structure corticale des patients à risque d'une DCL. Celle-ci forme une signature anatomoclinique qui peut être utilisée au niveau individuel pour prédire le risque de développer une DCL. Là, la question que moi, je me suis posée, c'est, d'accord, il se passe quelque chose, il y a longtemps avant qu'une personne ait une démence à cœur de Lewy, mais pourquoi? C'est quoi qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'on en vient à développer? Comment ça se fait que ça se passe comme ça? C'est quoi qui se passe, en fait? Puis il y a deux grandes théories pour expliquer comment est-ce que la maladie progresse, comment la pathologie progresse dans le cerveau. Premièrement, il y a l'hypothèse de la propagation prionnale. Ça, l'idée, c'est que l'alpha-synucléine dans la cellule devient anormale. Puis ce qui arrive, elle se met à se transmettre de cellule en cellule. Donc, il y a une cellule avec la pathologie, elle relâche l'alpha-synucléine, puis l'autre cellule la prend. Puis là, ça a converti les protéines qui sont normales en des protéines anormales. Puis là, ça se répand à travers le cerveau. En fait, ça serait une maladie qui se répand dans le cerveau. Ça, c'est la première hypothèse. Et la deuxième hypothèse, c'est pas que ça se répand à travers le cerveau. C'est plutôt que certaines cellules dans le cerveau sont plus vulnérables dans certaines conditions. Elles vont se mettre à développer l'alpha-synucléine mal repliée. Donc, c'est pas que ça part de la cellule, ça rentre dans une autre cellule, puis ça se propage. C'est vraiment spontané dans chaque cellule. Certaines cellules, elles, ils ont certaines caractéristiques morphologiques, fonctionnelles, qui vont faire en sorte qu'ils vont développer de l'alpha-synucléine pathologique. Deux grandes hypothèses. Moi, j'ai voulu tester, voir lequel des deux fitait le plus avec le patron d'atrophie qu'on trouvait chez les personnes avec un TCSP. Pas évident à étudier parce que normalement, les gens qui sont intéressés par ce genre d'hypothèse-là, ce qu'ils vont faire, ils vont prendre des éprouvettes, ils vont prendre des cellules in vitro, ils vont regarder est-ce que ça se répand. Plus fréquemment, ce qu'ils vont faire, ils vont prendre des souris, ils vont injecter la pathologie, ils vont attendre que la pathologie se répande, puis après, ils vont tuer la souris, puis ils vont regarder où est-ce que c'est. Donc, chez l'humain, c'est un peu plus compliqué de comprendre ça.
Donc, la logique, c'est qu'en prenant des modèles computationnels, on peut essayer de simuler la propagation de la pathologie dans le cerveau. Ça serait bien si on avait un modèle computationnel où on est capable de le simuler, comment ça se passerait, et pour mieux comprendre comment les mécanismes sous-jacents. Donc, il faut arriver avec un modèle computationnel. Puis, un modèle computationnel possible, très fréquent en épidémiologie, c'est le modèle susceptible, infecté, retiré. Peut-être vous en avez entendu parler là, ces jours-ci à cause du COVID. Là. Donc, ça, c'est des gens. Lui, il a une maladie. On ne va pas parler de COVID, mais il y a une maladie X. Il le donne à d'autres personnes. Comme ça. Puis après, ça se répand comme ça. Puis il y en a certains qui meurent ou ils guérissent. OK? Vous voyez la logique. Il y a une personne dans la société, il y a un agent qui a une maladie, il le donne à une personne, ça s'est répandu, ces personnes-là le donnent à d'autres personnes, puis ça va continuer de se répandre comme ça, puis ceux qui l'avaient initialement, eux, ils vont peut-être en guérir ou ils vont peut-être en mourir. OK? Donc, en noir, vous aviez les agents susceptibles. Donc, ça, c'est les personnes qui ne l'ont pas encore eu, mais qui peuvent l'avoir, qui peuvent l'attraper. Il y a les agents infectés. Ça, c'est les personnes qui ont en ce moment la maladie. Puis, il y a les agents retirés du système. Ça, c'est les personnes qui l'ont eu, qui en sont guéris, puis qui sont maintenant immuns de la maladie, ou des personnes qui sont plus dans le système. OK? Donc, ça, c'est extrêmement utilisé pour comprendre la propagation d'une maladie, que ce soit Ebola ou le COVID. Ça, c'est très utilisé en épidémiologie. Nous, ce qu'on a fait, on l'applique aux protéines du cerveau. Donc, la logique, c'est qu'au lieu qu'un agent, ce soit une personne dans la société, en fait, on va remplacer les agents, au lieu que ce soit des personnes, ça va être les protéines dans le cerveau, puis on va injecter la pathologie, computationnellement parlant, dans une protéine, puis on va voir comment est-ce que cette protéine-là, sous certains facteurs, va se répandre dans le cerveau. Comment il va réussir à contaminer le reste du cerveau en mal repliant le reste de l'alpha-synucléine. OK? Donc, si vous voyez des protéines d'alpha-synucléine, c'est pas des vrais, là. Ça, c'est un modèle computationnel. Puis là, ensuite, on simule une propagation comme ça. Puis là, ça va mal replier certaines d'entre elles. Certaines ne vont pas être mal repliées, certaines vont l'être. On peut simuler comme ça une propagation. Puis ensuite, on peut faire ça dans chaque région du cerveau. Donc, dans chaque région du cerveau, on lance une injection dans une région, ça se propage. On fait connecter chacune des régions par des connexions, par des liens pour que ça se propage. Ces liens-là, ça existe. C'est la matière blanche dans le cerveau. Donc, on peut connecter chaque région du cerveau par une certaine forme de matière blanche. Puis on peut essayer de déterminer comment est-ce que ça se répand dans le cerveau comme ça. Tout ça computationnellement parlant. Ensuite, on peut choisir les paramètres qu'on veut. Donc, par exemple, pour relier les régions, ben là, on peut choisir la connectivité du cerveau. Donc, si, par exemple, je mesure la connectivité du cerveau d'une personne, je calcule les régions, je mesure les connexions matière blanche, je peux rentrer ça dans mon modèle pour calculer comment est-ce que la pathologie va se répondre d'une région à l'autre. Par exemple, je sais que l'alpha-synucléine, c'est codé par un gène qui s'appelle le SNCA. Ça, c'est le gène qui code pour la synthèse de l'alpha-synucléine. Plus c'est élevé, plus je pourrais dire que la région est à risque de développer de la pathologie. Donc, ça aussi, ça va être dans le modèle. Le GBA, c'est une enzyme qui dégrade l'alpha-synucléine. Donc, je peux aussi insérer cette information-là pour diminuer l'effet de la pathologie dans cette région-là, si c'est plus élevé. Donc, on peut rajouter des paramètres puis voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Bon, ça, c'est intéressant computationnellement, mais ce modèle-là, il est bon seulement s'il est vrai. Puisque c'est facile d'écrire des modèles puis juste faire rouler des choses. Il faut vous démontrer que ce modèle-là fonctionne. Donc, ce qu'on a fait, ça, c'est un article qu'on a publié dans Brain cette année. On a pris 89 souris wild type, non transgéniques, pas avec des mutations génétiques. Puis on a injecté 5 microgrammes de fibrilles préformées d'alpha-synucléine. Ça, c'est la procédure assez normale là, chez les souris. Donc, on injecte ça bon, là, c'est dans l'oreille, mais c'était pas dans l'oreille, c'était dans le cerveau, puis c'était pas un éclair, c'était une seringue. Puis il y avait 3 sites d'injection. Donc, certains ont été injectés dans le codoputamine, certains ont été injectés dans le accumbens, certains ont été injectés dans le CA1, donc dans l'hippocampe. Puis on a suivi les souris pendant 2 ans. Puis on en a sacrifié à 7 temps de mesure. Donc, un après 2 semaines, certaines après 2 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois, pour voir est-ce que la pathologie qu'on a injectée, est-ce qu'elle s'est propagée dans le cerveau. Pourquoi on a fait ça? On a fait ça parce qu'on a besoin d'avoir un modèle à répliquer. Pour tester le modèle computationnel qu'on a développé, il faut que ça soit capable de répliquer la véritable propagation qu'on voit dans le cerveau, au moins de souris. Là. On ne peut pas l'injecter chez des humains quand même.
Puis là, quand la souris était morte, on prend le cerveau, on fait des tranches très minces, puis on a mesuré les scores de corps de Lewis puis de neurite de Lewis dans chacune des 426 régions du cerveau. Donc, pour chacune des 426 régions du cerveau, pour chacune de ces 89 souris-là, on a un score à tel temps de mesure, combien il y a de pathologie. Puis ce qu'on a voulu faire, il faut que le modèle soit capable de répliquer ça, si c'est un vrai modèle. Donc, si je vous donne un exemple de quoi ça a l'air, quand on a injecté dans le codoputamine, vous voyez ici que ça, c'est des tranches dans le codoputamine ipsilatéral. Donc, vous voyez des petits trucs. Ça, c'est des corps de Lewis qui apparaissent. Ici, vous en voyez des petits trucs bruns, là. Pas les gros là. Les petits trucs bruns, vous voyez les ronds, ça, c'est des corps de Lewis. Donc, vous voyez que ça commence très tôt après l'injection dans la région où on a injecté. Mais vous voyez que dans le codoputamine controlatéral, donc de l'autre côté, ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas au début. Puis, avec le temps, ça va venir. Ah, mais tantôt, ça, j'avais mis le stylet. On pas ça non plus. Ah, oups. Oh boy. OK. Bon. Ben, écoutez, on va faire de même. Non, je peux pas mettre le stylet en même temps. Mais écoutez, il y a des petits. Bon, vous voyez ça? Si je fais de même. Bon, ça, c'est des cordes de Lewis ici. Comme ça. Ça, vous voyez ça? Ben ouais, non. Ben, vous voyez, c'est parce que c'est en rouge, en haut. Ah, OK. Je suis ici. Donc ici, en tout cas, ici, vous avez des petits corps de Lewis qui apparaissent là, après 24 mois, c'est très évident. Il y en a même au début ici, des corps de Lewis déjà présents. Un peu normal parce qu'on a injecté là. Donc, c'est là que la pathologie s'est exprimée en premier. Mais si vous prenez le codoputamine controlatéral, comme ici, si vous regardez bien, il n'y en a pas encore. Mais il va commencer à y en avoir ici, par exemple. Oups, ça commence à apparaître, il y a 3 petits points ici. Donc, ça, c'est des corps de Lewis qui apparaissent. Donc, si on fait la même chose avec l'hippocampe, bon, on voit que, si vous voyez, prenez la première ligne, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de taches brunes là, à 3 mois puis à 6 mois. Donc, ça, c'est des corps de Lewis qui apparaissent. Donc, on peut voir comme quand on injecte dans différentes régions, on a différents patrons de pathologie qui se produisent. Parce que ça emprunte probablement pas les mêmes connexions pour se répondre. Oui. Est-ce que même si c'est chez les souris, tu peux nous informer sur le time frame de la progression de la maladie chez l'humain? Ou non, ça ne généralise pas? Non, ça ne généralise pas, malheureusement. Les souris qui ont été injectées dans le accumbens et dans le hippocampe sont mortes assez vite, sont devenues moribondes assez rapidement. C'est pas clair pourquoi. C'est pas clair. Alors que ceux dans le CP sont restés quand même fonctionnels assez longtemps. C'est pas clair. Pourquoi qu'est-ce qui s'est passé chez les souris? Pourtant, c'est les mêmes injections, le même protocole. Ça découvrait. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que si on injecte dans différentes régions la même chose, on ne produit pas la même manifestation clinique chez la souris. Donc bref, ça, c'est une démonstration pour dire, vous voyez, bon, quand on injecte, la pathologie se propage. Puis ici, c'est un autre exemple que moi, j'aime bien. J'aime bien aussi parce que ça m'a pris tellement de temps de faire cette figure-là. Donc, quand on injecte, ça, c'est un exemple à 3 mois après injection, là. Donc, quand on injecte dans le codoputamine des fibrilles d'alpha-synucléine, on voit au milieu, c'est le site d'injection. Puis, les cercles autour, c'est le niveau de connexion avec le site d'injection. Donc, ça, le premier cercle, c'est les régions qui sont connectées au premier degré. Ensuite, c'est les régions connectées au deuxième degré. Puis ensuite, les régions connectées au troisième degré. On voit très bien que plus on est proche du site d'injection, plus on va avoir de la pathologie. Plus c'est rouge, plus il y a de la pathologie. Puis on voit que plus on s'éloigne, moins il y a de pathologie pour l'instant à 3 mois. Puis on voit que les régions qui, dans le deuxième cercle, mais les régions qui sont les plus rouges, c'est les régions qui sont les plus connectées. On voit les grosses barres noires. Donc, on dirait vraiment que la propagation de l'alpha-synucléine dans le cerveau, c'est très, très déterminé par comment les régions sont connectées. Ça a vraiment l'air d'être une maladie qui se répand. Le Parkinson, l'Alzheimer aussi. Si on prend l'accumbens, pareil, vous voyez, là, plus on est proche du site d'injection, plus c'est rouge. Puis plus on s'éloigne, moins il y en a. Mais quand on s'éloigne et que c'est rouge, c'est souvent des régions qui sont connectées. Oui. C'est peut-être une question vraiment naïve, mais comme, oui, ça a l'air de se répandre, mais est-ce que ça peut être un autre mécanisme? Par exemple, si on pense à l'hypothèse de la vulnérabilité, est-ce qu'il pourrait peut-être envoyer un message pour déclencher la vulnérabilité plutôt que de transférer la... Ça peut très bien. Ça se peut très bien. Après,
C'est juste que ces régions-là sont connectées par la matière blanche. On voit les connexions, puis on voit que la connexion détermine la propagation de la pathologie. Donc, il faudrait qu'il y ait un autre mécanisme qui serait indépendant de cette connexion-là, mais qui fait la même chose. Ça serait un peu, ça a l'air de suivre les connexions, mais ça ne veut pas dire nécessairement que c'est juste la propagation, c'est juste les connexions, parce que vous pouvez voir qu'il y a quand même des régions qui sont très connectées, puis qui n'en ont pas tant que ça, là. Je ne sais pas si on peut en voir, mais il y a des régions là, qui sont relativement là, connectées, mais il n'y en a quand même pas tant que ça. Ce n'est pas tout le temps systématique. Il y a des régions qui sont fortement connectées, mais ils n'ont pas de pathologie. Donc, il n'y a pas que la connexion qui détermine la propagation non plus. Ici, c'est quand on a injecté dans l'hippocampe. Vous voyez, dans l'hippocampe, quand on injecte là, ça ne part pas loin là, après 3 mois là, par rapport aux autres. Pourtant, ils étaient en très mauvais état, là, les souris. Oui. Est-ce que tu observes aussi l'effet inverse des régions pas connectées du tout qui développent la pathologie? C'est une bonne question. Moins. Donc ça, c'est pour démontrer qu'on a donc quantifié la pathologie chez les souris. Donc là, ce qu'on veut voir, c'est est-ce que le modèle était capable de reproduire cette pathologie-là? Puis en effet. Donc, si vous voyez, là, si on prend chacun des temps de mesure, quand on injecte dans le codoputamine, on voit que ça corrèle pour tous les temps de mesure. Donc, la pathologie qui est simulée par le modèle, puis la pathologie qui est observée dans le cerveau des souris, ça corrèle à chacun des temps de mesure. Quand on injecte dans le codoputamine, quand on injecte dans le accumbens, pareil, le modèle est capable de répliquer. Et quand on injecte dans le CA1, il y a moins de régions, comme on a vu, mais ça corrèle pareil. Donc, on a un modèle computationnel qui est capable de recréer la propagation de l'alpha-synucléine dans le cerveau, en tout cas dans le cerveau des souris. Donc, un modèle computationnel permet de recréer la propagation de l'alpha-synucléine pathologique chez la souris et pourrait permettre de mieux comprendre la pathologie dans la DCA. C'est sûr que le but, pour moi, ce n'est pas d'étudier la souris, c'est un prétexte pour essayer de comprendre l'atrophie chez l'humain. Maintenant, est-ce qu'on peut prendre ce modèle-là, qui est capable de reproduire la pathologie chez la souris, pour reproduire l'atrophie chez l'humain? Ça, c'était le but initial. Puis dans un papier qu'on a publié dans Brain cette année aussi, ce qu'on a fait, on a constitué une cohorte. Donc ça, c'est la première cohorte internationale de patients avec un TCSP isolé qui ont eu une IRM et de contrôle. Donc, on parle de 182 patients avec un TCSP isolé, 261 contrôles. Ça, c'est une belle collaboration avec le CEAM, ici à Montréal, l'ICM à Paris, Sydney en Australie, Aarhus au Danemark, puis le PPMI. PPMI, c'est une base publique sur Internet de patients avec une maladie de Parkinson qui est accessible aux chercheurs. Donc là-dessus, il y a des données cliniques, de l'imagerie, du CSF, il y a tout plein de trucs, là, c'est accessible publiquement. Puis ils ont quelques patients avec un TCSP isolé. Donc on est tous ensemble. Puis ce qu'on a fait 2 choses. On a mesuré l'atrophie chez les personnes sur leur scan, puis on a roulé le modèle. Puis on a corrélé. Si ça corrèle, bien, ça veut dire que les paramètres qui sont dans le modèle sont capables de recréer l'atrophie et donc probablement l'atrophie est façonnée par ces mécanismes-là. Parce que sinon, ça ne serait pas corrélé. Donc, on a pris les cerveaux des patients, on a mesuré la déformation, l'épaisseur corticale, l'aire de surface, on a parcellisé le cerveau, on a corrigé pour l'effet de l'âge, du sexe et du scan. Ensuite, on a roulé le modèle. Donc, le modèle que je viens de présenter, on a pris les mêmes paramètres, SNCA, GBA, la connectivité. Mais cette fois-ci, ce qui est intéressant, c'est qu'on a généré une mesure d'atrophie. Parce que tantôt, avec la souris, on ne parlait pas d'atrophie. On parlait juste de la pathologie. Donc ici, si on voulait reproduire l'atrophie, il fallait vraiment générer une mesure d'atrophie pour chacune des régions du cerveau. Puis on a généré une mesure d'atrophie sur 10 000 temps de mesure, puis on a corrélé les deux. C'est quoi l'atrophie? Ce que nous, on a considéré comme étant de l'atrophie, c'est la combinaison de l'accumulation régionale d'alpha-synucléine pathologique plus pondérée par la désafférentation de la région. Donc, ça veut dire que plus il y avait d'agents pathologiques dans le modèle dans une région, plus le score d'atrophie montait. Et plus il y avait d'agents pathologiques, plus les connexions de la région avec les autres régions mouraient, et donc plus ça amplifiait l'atrophie. Bref. Ça, c'est la mesure d'atrophie qu'on a utilisée. Puis on a regardé, est-ce que ça corrélait avec celle qu'on voyait sur les scans. Donc, on prend la déformation du cerveau. Ici, vous avez à gauche l'atrophie qui était observée dans le cerveau sur les scans. Et à droite, vous avez l'atrophie qui était simulée par le modèle. Puis la corrélation était de 0,52. Donc, c'est quand même une bonne corrélation. Là. On voit que le modèle puis l'atrophie était simulée dans des régions dont on s'attend qu'elles soient anormales dans le Parkinson et la démence sacro de Lewy. La substance noire
où il y a les neurones dopaminergiques, l'amygdale, le cuneus, plus postérieur, la accumbens. Bref, ça fonctionne. Et ça répliquait également l'épaisseur corticale. Donc, si vous avez ce qu'on observait chez les patients en termes d'atrophie, ce qui était simulé par le modèle, 0,51. Donc, on a un modèle capable de recréer l'atrophie chez la souris, chez l'humain aussi. Donc, la question, c'est est-ce que... donc, dans le modèle, les régions sont connectées d'une certaine façon. Chaque région a une expression de SNCA, une expression de GBA. On voulait savoir, est-ce que la pathologie ou l'atrophie passe nécessairement par les connexions du cerveau ou par la génétique? Donc, ce qu'on a fait, on a pris les connexions du cerveau, puis on les a toutes randomisées au hasard. Puis on a roulé le modèle. Ça ne fonctionnait plus. Puis on a répété ça 10 000 fois. Ça, c'est une façon de démontrer qu'il faut absolument avoir la connexion du cerveau telle qu'elle est pour être capable de reproduire le modèle. Quand on randomisait au hasard, ça ne fonctionnait plus. Donc, la connectivité du cerveau est nécessaire pour façonner l'atrophie. Donc, l'atrophie qui mène à la démence accord de Lewy est déterminée par les connexions du cerveau. Puis on prend le SNCA, donc le gène qui code pour l'alpha-synucléine. Si je randomise à travers le cerveau au hasard, puis je roule le modèle, ça ne fonctionne plus. Mais si je prends la vraie distribution de SNCA dans le cerveau, ça fonctionne. Donc ça, c'est la démonstration qu'il faut aussi, que le gène de SNCA aussi détermine l'atrophie dans le TCSP. Même chose pour le GBA. C'est le fun, ce modèle-là, parce qu'après, on peut tester plein de gènes. Donc là, on a pris, par exemple, 300 gènes, des gènes impliqués dans la macroautophagie, qui est une façon pour la cellule de se débarrasser de ce qui est anormal dans la cellule. Puis, on a regardé quel gène réussit le mieux à recréer l'atrophie. Puis on voit que le deuxième, en tout cas, celui qui est en vert, là, il est quand même bon, c'était GBA. Donc, le gène, ça, c'est une enzyme qui dégrade l'alpha-synucléine. Puis on voit que c'était parmi les meilleurs gènes. Donc, notre choix initial de choisir les gènes, c'est quelque chose de choisir le GBA comme gène de dégradation, c'était justifié. Mais on voit que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un gène ici en noir qui a l'air d'être vraiment bon. C'est UBA5. UBA5, c'est pas très connu. UBA5, c'est une nouvelle façon qui a été découverte récemment pour une cellule de se débarrasser des protéines qui sont plus bonnes. Généralement, c'est l'ubiquitination qui est utilisée, mais il y a d'autres chemins. Ça, c'est un chemin. UBA5, c'est un gène qui code pour une enzyme qui est impliquée dans la chaîne de réaction qui est parallèle à l'ubiquitination. Whatever. Quand on regarde dans la littérature, il n'y a pas vraiment de lien avec le Parkinson ou la démence accord de Lewy de ce gène-là. Il n'y a rien vraiment de rapporté. Mais ça démontre quand même que c'est une façon de générer des nouvelles hypothèses. Ça se trouve, c'est quelque chose qui est important, juste qu'on n'a pas encore étudié ce gène. On verra. Et après, par exemple, on prend le scan de chaque personne, l'atrophie sur le scan de chaque personne individuellement, puis on regarde à quel point notre modèle reproduit chacun. Donc, chaque personne a sa propre corrélation. Telle personne, son atrophie ne correspond pas au modèle. Telle personne, ça correspond bien au modèle. Plus l'atrophie d'une personne correspond au modèle, plus c'est une personne qui a un score faible au MoCA, donc un test cognitif. Donc, ça a vraiment l'air d'être une recréation, alors que ce n'est pas associé à l'UPDRS3, qui est une mesure de parkinsonisme, donc l'aspect moteur. Donc, c'est vraiment associé à la cognition, c'est vraiment associé au développement de la démence. Donc, ce qu'on recrée, ce n'est pas juste la propagation vers la maladie de Parkinson, c'est la propagation vers la démence accord de Lewy. Donc, un modèle computationnel validé chez la souris montre que l'atrophie prodromale est façonnée par la connectivité et l'expression génétique du cerveau. Puis je vais terminer sur autre chose. Dans ce modèle-là, on a pris SNCA comme gène, on a pris GBA comme gène, mais vous savez très bien que des gènes, il y en a beaucoup. Il y en a des milliers, donc probablement que c'est beaucoup de gènes. Donc, ce qu'on a voulu savoir, c'est quoi les gènes associés à l'atrophie, tout simplement. C'est quoi le patron de gènes associé à l'atrophie chez les personnes qui vont développer une démence accord de Lewy? Puis ce qu'on fait pour ça, on fait de l'imagerie transcriptomique. Donc ça a l'air gros, mais c'est simple. On prend une carte d'atrophie. Donc l'atrophie, par exemple, de l'épaisseur corticale, on prend l'atrophie. Puis on prend un atlas pour extraire des valeurs transcriptomiques de chaque région du cerveau post-mortem. Donc, le Allen Brain Institute a fait un travail colossal dans les dernières années. Ils ont pris 6 cerveaux post-mortem, puis ils ont, je vais le dire à la prochaine slide. En tout cas, on a accès sur Internet, on a accès à, pour chaque région du cerveau, à l'expression génétique de tous les gènes.
Donc, si on est intéressé par un gène, on veut savoir dans quelle région du cerveau, à quel point il est exprimé, on peut l'avoir sans problème. Donc, ce qu'on peut faire, on peut créer un atlas complet de tout le cerveau, puis on peut regarder est-ce qu'il y a une association entre l'atrophie dans le TCSP et cet atlas-là, puis trouver c'est quoi les gènes qui prédisent cette atrophie-là. Donc, le Allen Human Brain Atlas, 6 cerveaux post-mortem, et au total, ils ont retiré 3702 échantillons de tissu de tous ces cerveaux-là, et pour chaque échantillon de tissu, ils ont mesuré 20 000 gènes. Donc, puis ils ont mis ça sur Internet, c'est digitalisé, c'est accessible et tout. Donc, on peut savoir si vous avez un atlas, une parcellisation, vous pouvez l'appliquer sur ce cerveau-là qui a été digitalisé, puis extraire l'expression génétique des gènes qui vous intéressent. Donc, nous, on a fait ça pour l'étude, puis on a extrait l'expression de 15 000 gènes. Et ce qu'on a fait, c'est, j'ai regardé, est-ce que on a fait une régression des moindres carrés partiels pour savoir, OK, lesquels des 15 000 gènes prédit l'atrophie chez les personnes avec un TCSP. Et quand on fait ça, on voit qu'il y a une composante qui était significative, qui expliquait 62% de variance. Puis quand on regarde cette composante-là, comment elle se place sur le cerveau, on voit que les gènes qui étaient associés à cette composante-là, plus le gène était négativement associé à la composante, plus il était exprimé dans la région qui présente de l'atrophie. C'est une gymnastique mentale. C'est pas évident. Ça prend du temps. Moi, ça m'a pris du temps, en tout cas. Mais c'est pas important. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on sait, on a donc la composante, on a les 15 000 gènes, puis certains sont très associés à cette composante-là, certains sont moins associés, certains sont positivement associés, certains sont négativement associés. Et ce qu'on a voulu savoir, c'est les gènes qui sont négativement associés à cette composante-là, c'était ceux qui étaient très exprimés dans les régions qui avaient l'atrophie, dans le TCSP. Donc, on a regardé, est-ce que ces gènes-là qui sont négativement associés sont enrichis pour certaines propriétés biologiques, pour certaines composantes cellulaires, pour certaines trajectoires pathologiques. Donc, ça, on appelle ça une analyse d'enrichissement. Quand on fait ça, ce qu'on voit, c'est que, donc ça, c'est ici. Donc, les gènes qui étaient négativement associés à la composante, donc les gènes qui étaient le plus associés à l'atrophie dans le TCSP, c'était des gènes qui étaient impliqués dans les processus liés à l'assemblée du complexe de déhydrogénase NADH ou à l'assemblée de la chaîne respiratoire, grosso modo aux mitochondries. Donc, vous savez, dans les mitochondries, c'est l'endroit où est-ce que l'énergie dans la cellule se crée, puis ça se crée à cause de la chaîne de transport d'électrons dans les mitochondries. Puis c'est très connu dans la maladie de Parkinson, comme j'ai dit au début, que les anomalies dans la cellule sont très liées aux mitochondries. Puis ici, on démontre qu'en fait, les endroits où il y a de l'atrophie dans le cerveau des personnes avec un TCSP sont des régions du cerveau où il y a une forte expression de gènes liés aux fonctions mitochondriales. Donc, on lie l'atrophie avec un processus biologique concret. Et quand on regarde vraiment les gènes qui sont les plus associés à la composante en question, on voit que c'est associé spécifiquement, oui, à l'organisation mitochondriale qu'on voit ici, mais à la macro-autophagie, les processus qui utilisent les mécanismes autophagiques, la régulation de la macro-autophagie. Donc, vraiment, dans la cellule, tout ce qui est impliqué dans la dégradation des protéines, ce qui est vraiment le problème dans le Parkinson. L'alpha-synucléine, c'est normal. Quand elle devient mal repliée, bien là, la cellule n'arrive plus à la dégrader, elle s'accumule, elle fait des motons, puis ça endommage la cellule. Puis le problème, c'est macro-autophagique. Donc, on voit que l'atrophie dans le TCSP est associée au mécanisme autophagique. Puis voilà, on peut pousser l'investigation encore plus loin, là, parce qu'on pourrait se demander quelles sont les connexions qui sont impliquées dans l'atrophie du TCSP. Donc, par exemple, si la pathologie se répand à travers les neurones, si c'est vrai que ça se répand, là, comme on l'a montré tantôt, mais s'il y a de l'atrophie dans une région, il devrait y en avoir dans la région qui sont reliées. Par définition, si ça se répand. Et c'est ce qu'on voit. Si on prend le connectome structurel ou le connectome fonctionnel, on voit en effet qu'il y a une corrélation. Donc, s'il y a de l'atrophie dans une région, les régions qui sont connectées anatomiquement vont aussi présenter l'atrophie ou connectées fonctionnellement, ils vont aussi présenter l'atrophie. Donc, le connectome façonne le patron d'atrophie quand on développe une maladie de Parkinson ou une démence à corps de Lewy. Puis aussi, on voit que ça correspond à certains réseaux du cerveau. Si on prend des cartes de réseau, le réseau visuel, le réseau du mode par défaut, fronto-pariétal, on voit que l'atrophie dans le TCSP chevauche plus les réseaux somatomoteurs puis du réseau du mode par défaut.
Donc, on voit que ce n'est pas aléatoire. Il y a vraiment un patron qui se produit. L'atrophie, elle n'arrive pas par hasard. Voilà. Donc, en résumé. Il y a déjà de l'atrophie dans le cortex et les structures corticales des patients à risque d'une DCL. Celle-ci forme une signature anatomoclinique qui peut être utilisée au niveau individuel pour prédire le risque de développer une DCL. Un modèle computationnel validé chez la souris supporte l'idée que l'atrophie prodromale est façonnée par un patron spécifique d'expression génétique et de connectivité du cerveau. Voilà. Donc, vous avez vu, donc, je remercie vraiment toutes les équipes à l'étranger, puis ici localement, là, qui contribuent à toute cette équipe-là, parce qu'il faut un neurologue, un neuropsy, il faut avoir beaucoup de personnes pour arriver à faire des études comme ça. C'est beaucoup de connaissances de beaucoup de gens qui sont extrêmement qualifiés, puis beaucoup d'équipes à l'étranger aussi avec qui je travaille énormément. Donc, c'est vraiment grâce à eux que j'ai réussi à combiner toutes ces données-là. Et donc, comme qui était dit au début, si jamais là, vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés justement à faire un doc ou faire des études supérieures, moi, donc je commence l'année prochaine comme professeur. Puis mon labo va être à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal à travailler sur ces questions-là, sur le TCSP, la progression vers la démence à corde de Lewy, la maladie de Parkinson, le sommeil, l'imagerie, la computation, tout ça. Donc, écrivez-moi.